Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information, le sommaire de ce journal. Accident du convoi d'élèves partis en séjour linguistique au Ghana. La compassion du gouvernement ivoirien apportée aux familles endeuillées par le Premier ministre. Robert Begré-Mambé s'est rendu au domicile de la famille de Kofi Claude Olivia, 15 ans. Premier cas de décès dans cet accident. De nouvelles infrastructures hydrauliques pour 5 localités de la région de Béquet, des forages équipés de pompes fonctionnant à l'énergie solaire et un château d'eau de 10 000 litres de réserve. Un projet porté par l'ONEP pour combler les déficits de production d'eau potable en Côte d'Ivoire. Et nous parlerons de sport dans ce journal. Maramonde 2024, la Coupe du Monde de Maracana se prépare. À un peu plus d'un mois du coup d'envoi, un protocole d'accord est sur la table des échanges entre la fédération organisatrice, la FIMA et la RTI. Le développement tout à l'heure dans le journal du sport. Bienvenue à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier, jeudi 15 août, pour un séjour privé en France. Le vice-président de la République, le Premier ministre et des membres du gouvernement étaient à l'aéroport pour son départ. Solidarité et compassion du gouvernement ivoirien suite à l'accident du convoi d'élèves partis en séjour linguistique au Ghana. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu auprès de la famille de la défunte Claude Kofi Olivia. 15 ans, premier cas de décès dans cet accident, suivant ce témoignage de Franck Wadio. Les étreintes d'une mère, le visage ceint par l'émotion avec la ministre de la Solidarité, un père dévasté, le regard interrogateur. Les Aboya, toujours sous le choc du décès de leur fille, victime d'un accident de la circulation, comme une trentaine d'autres enfants dans la journée du 12 août, sur la voie de Cape Coast, au Ghana. Claude Olivia, 15 ans, pleine de vie. Peu de mots, mais reconnaissant au gouvernement, dont le chef, instruit par le président de la République, est venu leur apporter compassion et solidarité. Cette douleur est la douleur du président de la République, est la douleur du vice-président, est la douleur du Premier ministre, et nous nous tenons à vos côtés. Le Premier ministre remet à la famille la somme de 2 millions pour vous aider à recevoir les parents et amis qui viendront. Yako encore, que Dieu vous fortifie. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, porte-parole de la famille, car tuteur officiel de ses colons en voyage d'études, réitère les mots de remerciement. Ceci est un témoignage de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Premier ministre de s'occuper de ces enfants-là. Je suis témoin. J'ai rendu compte à la famille et au nom de ceux qui sont présents, nous réitérons nos sincères remerciements. Pour rappel, ils étaient 34 colons, dont 13 filles, dans cette expédition didactique qui a fait 12 blessés et 2 décès. À toutes ces victimes et parents endeuillés, le Premier ministre exprime son soutien. Nous avons tenu à faire passer tous les enfants au niveau du service de pédiatrie au CHU de Cocody pour vérifier leur état physique et pour apporter l'encadrement psychologique nécessaire à leur équilibre. Nous suivons de près la situation et je renouvelle encore au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement toutes nos solidarités dans cette situation et prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme, aux âmes de tous ceux qui nous ont quittés. Le voyage d'études de Claude Olivia Aboya au Ghana aura été un voyage sans retour. L'adolescente était admise en classe de première pour l'année scolaire à venir. La seconde victime, elle, est décédée des suites de ses blessures. Et un autre drame, celui de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction qui a fait 7 morts et 2 blessés dans la soirée du jeudi 15 août 2024 à Akwedo, dans la commune de Cocody. Les secours poursuivent à ces heures les recherches sur le lieu de l'accident pour retrouver d'éventuelles victimes. C'était un jeudi tumultueux dans le district autonome d'Abidjan. Plusieurs commerces ont été pris dans des flammes au Black Market d'Adjamé. Les sapeurs-pompiers militaires et des commerçants ont eu du mal à circonscrire les flammes. Aucun bilan n'a encore été dressé, mais les dégâts sont énormes, nous dit Khalid Dumandé.
Il est 19h et c'est la panique au Black Market d'Adjamé. Ce jeudi 15 août 2024, plusieurs magasins sous des flammes ardentes. Les hommes du feu, appuyés par des volontaires, sont à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie. Mais il faut bien plus face à ces flammes qui ravivent. Impuissants, les commerçants s'empressent de sauver les meubles. Sidéré, Aboudraman, comme de nombreux commerçants, a tout perdu. Selon les témoignages, l'incendie s'est déclaré aux environs de 13 heures. Donc, ceux qui fabriquent les chiffons, ça a commencé par là-bas. Avant qu'ils viennent venir, les pompiers vont venir, ça a pris de l'autre côté aussi. Donc, on a perdu beaucoup de magasins. Tout est en train de gâter comme ça, depuis 13 heures jusqu'à l'heure là. On ne sait même pas combien de pompiers qui sont venus ici pour intervenir, ça ne va pas jusqu'à maintenant. Pour l'heure, aucun bilan dressé par les sapeurs-pompiers militaires. Mais une chose est certaine, les dégâts matériels sont énormes. Une bonne nouvelle cette fois pour la région de Gbeke. 5 localités enregistrent de nouvelles infrastructures hydrauliques, des ouvrages d'accès à l'eau potable équipés d'un système solaire qui ont été mis en service à Kofikrakro, Ndrikwasikro, Kangbankro, Kwadianikro et Akrubangokro dans la région de Gbeke. Williams Kakou et Soro Corona. Les villages de Kofikrakro et Ndrikwasikro dans le département de Boutro ainsi que ceux de Kwangbangbo, Kwadianikro et Akrubangokro dans le département de Bouaké sont désormais dotés d'un forage équipé d'un système solaire. Cette initiative du gouvernement ivoirien, soutenue par les partenaires au développement, vise à résorber les questions des déficits de production en eau potable, à corriger les dysfonctionnements des réseaux de distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire. Au lieu que nos mamans viennent actionner la pompe avec la force à motricité humaine, on a installé la pompe solaire qui, avec les 4 panneaux, avec l'ensoleillement, les panneaux actionnent le forage et le forage pompe pour remplir un château d'eau de 10 mètres cubes. Cette initiative a été saluée par les populations qui expriment leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara. On se réveillait à 4 heures pour aller au marigot. Et souvent, à cause du monde, l'eau ne suffisait pas. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle pompe. Nous sommes très heureuses et on dit merci au président de la République pour ce cadeau. Selon Luc Kwakou-Abounoua, représentant le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, la construction de ces infrastructures en faveur des populations rurales matérialise la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faciliter l'accès à l'eau potable. Son Excellence M. Alassane Ouattara, au bout de tout ce qu'il est en train de faire, la Côte d'Ivoire doit partir d'un point A à un point B. Et donc il y a les différents PND qui sont bâtis. L'actuel, c'est le PND 2021-2025. Mais ce qui s'inscrit dans une perspective et dans une vision. Il y a donc la vision Côte d'Ivoire 2030 et puis il y a la prospective Côte d'Ivoire 2040. Avec un débit de 2 mètres cubes par heure, 25 autres villages de la région de Gbeke seront également dotés de forages similaires. À terme, ce sont 1000 villages sur le territoire national qui seront équipés de pompes à énergie solaire. Voilà, l'eau, source de vie et source de joie dans ces localités de la région du Béquet. Sur le marché du travail, un nouvel outil vient appuyer la prise de décision des acteurs de l'emploi. Le système d'information géographique Carte Emploi, c'est une application web qui vient améliorer la collecte, la diffusion et la communication des informations sur le marché du travail. Un outil qui a été présenté dans cet élément de Serge Pakandidi et Godefroy Kambawa. Cette rencontre est un atelier de vulgarisation de la carte emploi application web. Il s'agit d'améliorer la collecte, le traitement et la diffusion des informations sur le marché du travail. Opérationnelle depuis 2017, la carte emploi est un outil pour élaborer des politiques publiques d'emploi adaptées aux besoins actuels. C'est vraiment un atelier essentiel pour nous. Ça nous permet de faire davantage connaître cet outil qu'est la carte emploi, qui est un système d'information géographique qui a été mis en place pour faciliter la prise de décision au niveau des différents acteurs de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la carte emploi est un système d'information géographique, en ce sens qu'elle permet de faire un suivi sur les initiatives emploi
en Côte d'Ivoire. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a pris en fait cette politique comme un bras de fer. Donc nous aujourd'hui, on accompagne cette dynamique pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle auprès de tous les acteurs, les universités, nos partenaires financiers, nos partenaires techniques, et qu'elle puisse s'imprégner de toutes ces réalités au plus grand dam de tout le monde. Géré par 2 organes, le comité de pilotage et l'équipe de projet, le logiciel CAT Emploi comprend 3 modules, la gouvernance, le marché du travail et le suivi des projets. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, où l'hôpital général de Béoumi reçoit du matériel médical d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est une action sociale conduite par le président de la Cour de cassation pour améliorer le bien-être des populations de Béoumi. Kader Sogodogo. Du matériel médical d'une valeur de 15 millions de francs CFA offert à l'hôpital général de Béoumi. C'est un don du président de la Cour de cassation, Youa Kofi, fils de la localité, composé d'appareils de biochimie, de matelas et bien d'autres équipements médicaux. Cette action vient renforcer le plateau technique et améliorer les conditions d'accueil de cet établissement sanitaire. C'est un jour mémorable. Remercier M. le Président de la Cour de cassation. Effectivement, il y a un peu longtemps que nous avons un problème de spectrophotomètre, un appareil qui permet de réaliser l'examen de biologie. Et nous pensons que avec ces dons faits d'abord de spectrophotomètre, de médicaments, de potence et de matelas, je voudrais rassurer M. le Président de la Cour de cassation que nous en ferons bon usage. Le donateur, Youa Kofi, invite les cadres de Béoumi à contribuer pour le bien-être des populations. Une campagne pour répondre aux besoins en produits sanguins. Les routiers de la région du Lodjibois ont organisé une collecte de sang. C'est une contribution à sauver les accidentés de la circulation routière. Didier Nguessan. Une visite de la maternité de l'hôpital. Ils donnent de leur sang au centre départemental de transfusion sanguine de Divo. Les chauffeurs du Lodjibois, réunis en association, ont opté pour ce geste, eux qui sont exposés au quotidien au risque d'accidents souvent mortels. Nous sommes sur la route, nous voyons beaucoup d'accidents et chaque fois il y a des pertes de vie pour manque de sang. Donc nous avons jugé bon de faire ce don-là à l'endroit de la population de Divo et à toute la population de Côte d'Ivoire. Chaque année, nous célébrons les conducteurs routiers et les transporteurs. Donc on appelle les imams vraiment pour qu'ils viennent prier pour la ville de Divo et pour toute la Côte d'Ivoire et prier pour tous les chauffeurs de la Côte d'Ivoire, vraiment pour que nous puissions exercer notre métier sans problème. Ces prélèvements sanguins viennent soulager la banque de sang. Son premier responsable félicite les donateurs. À Divo, le besoin il est énorme. Les prélèvements sont en deçà de ce que nous souhaitons. Nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Nous invitons tout le monde à nous solliciter, comme le font actuellement les chauffeurs. En plus du don de sang, l'association des chauffeurs du Lodjibois adresse des prières et fait des offrandes à Dieu. Elle s'engage à faire respecter le code de la route à ses 328 membres. Nous parlons à présent de souveraineté alimentaire. Savadogo Isiaka, éleveur de bétail, est le nouveau président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire. L'un des grands défis de cette interprofession, c'est la souveraineté alimentaire. La production nationale ne couvre en ce moment que 48% des besoins dans le pays. Le point est fait dans ce rapport de Dangui Dangui. La filière bétail-viande est composée de la chaîne de valeur bétail, notamment bovin, ovin et caprin, et de la chaîne de valeur viande. La production nationale de ces deux chaînes de valeur ne couvre qu'environ 49% du besoin national selon les autorités, faisant de la Côte d'Ivoire un pays importateur de viande alors même que le secteur est plein de promesses de l'avis de Savadogo Isiaka. Le nouveau président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, élu ce mardi à l'issue d'une assemblée générale constitutive, dit avoir une recette à même de donner un coup de fouet à la production nationale de viande. Notre priorité aujourd'hui, c'est pour développer l'élevage en Côte d'Ivoire. Il faut intégrer les femmes. Et les femmes
et doit s'intégrer dans l'élevage avec la jeunesse. On a parlé de développement de l'élevage. Vous voyez que vers le nord, il y a beaucoup de terres, les gens peuvent faire des élevages. Ce qui crée aussi des problèmes au niveau de l'élevage, il faut créer des endroits pour morceler les terres uniquement pour les élevages. Parce que s'il n'y a pas ça, ça peut provoquer des dégâts de culture et c'est ça aussi qui amène des conflits. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des autorités. Le ministère prend acte de votre engagement de ce jour et c'est le sens de notre présence ici avec vous en tant qu'observateur. Aujourd'hui est une étape importante pour vous, un grand pas en avant pour votre organisation. Chaque pas en avant est un progrès. Continuez à avancer, à faire avancer la filière dans l'union de vous pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire si cher aux Ivoiriens. Entre autres articulations de cette Assemblée générale constitutive qui a vu l'élection de Sawadogo Isaka à la tête du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, l'adoption des statuts de cette organisation et la définition des orientations stratégiques. Une action sociale pour les infrastructures de l'éducation nationale. Une école primaire dans la commune de Yopougon est réhabilitée par l'Association des Indiens résidant en Côte d'Ivoire. L'infrastructure a été remise en présence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire et des autorités administratives de cette commune, Constant Kokora et Jean-Marc Djadji. Dès la rentrée scolaire 2024-2025, les enfants du groupe scolaire Port-Boué de Plateau, dans la commune de Yopougon, pourront étudier dans de bonnes conditions. Après la réhabilitation complète des salles de classe, dont de la communauté indienne en Côte d'Ivoire, parents et enseignants se disent heureux du nouveau visage que présente leur établissement. Les initiatives pareilles sont à louer et à vraiment encouragé. Constitué de 5 écoles primaires et 2 écoles maternelles, le directeur des écoles du groupe scolaire prend l'engagement de veiller au bien-être des enfants. Nous sommes heureux. Nous avons désormais un bel établissement et nous avons pris l'engagement d'entretenir cet établissement pour le bonheur de nos enfants. Chaque année, notre association fait des dons en forme de nourriture, riz chez les orphelinats et cette fois-ci, on a réfléchi à faire quelque chose pour investir dans le futur. Et la future, c'est toujours l'éducation. Cette cérémonie d'inauguration du groupe scolaire rénové a permis à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire de rappeler les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Dès la rentrée prochaine, ce sont 1588 élèves et 33 enseignants qui arpenteront les salles de classe propres et de nouveaux tables-bancs. Une fête en l'honneur des bacheliers dans la commune de Grand-Bassam. C'est une initiative du maire Jean-Louis Moulot. Il initie cette action afin d'inviter ses élèves à maintenir le cap de l'excellence, toujours à Grand-Bassam. Le reportage de Khalil Diomandé et Anza Traoré. Après une année de dur labeur, les élèves de Grand-Bassam admis au baccalauréat 2024 se retrouvent pour la 4e édition du Choukouya Party des bacheliers. Et comme à l'accoutumée, le maire de la commune, Jean-Louis Moulot, est en leur compagnie. Au menu des festivités, buffet à volonté, défilé et prestations d'artistes. Ce moment de gaieté est à l'initiative de l'association des étudiants de Grand-Bassam. Au sein de notre association, nous prenons le vivre ensemble. Et c'est pour nous une manière de pouvoir mettre en valeur ce vivre ensemble-là. Je remercie le président de l'association et les différents parrains. Je trouve que c'est une bonne initiative de leur part de nous célébrer aujourd'hui. Je suis reconnaissante au maire de nous avoir honorés aujourd'hui. En apportant son appui à cette activité récréative, Jean-Louis Moulot veut simplement encourager la culture du travail bien fait. À travers le Choukouya du bachelier, il s'agit de célébrer le mérite et l'excellence et de féliciter dans un cadre festif tous nos enfants qui ont obtenu le bac. Et pour les nouveaux bacheliers, ce sont des messages d'encouragement et de persévérance sur le chemin de l'excellence dans leurs études universitaires. Le Choukouya Party des bacheliers sera suivi d'un salon de l'orientation dans les semaines à venir. Il vise à aider ses futurs étudiants à opérer le bon choix pour leurs études supérieures, car leur insertion professionnelle en dépend fortement.
À Bokanda, on travaille à renforcer la cohésion sociale. Les femmes réunies au sein du groupement Les Étoiles d'Unzi visent ainsi la consolidation sociale dans cette partie du pays. Elles ont pris part à une cérémonie qui entre dans le cadre de la place publique, sur la place publique du village, donc dans le cadre de la cohésion sociale dans ce village. Le reportage de Soro Corona. Au nombre de 400, les femmes de l'association Étoile d'Unzi section Kwadjoublekrou reçoivent chacune un complet d'épargne, une récompense pour leur contribution au développement socio-économique de la sous-préfecture de Kwadjoublekrou dans le département de Bokanda. Ce don estimé à plus de 6 millions de francs CFA est une initiative des marraines Dominique Oswald et Anne-Marie Océane. On a reçu des pains. Je suis très contente. Dieu n'a qu'à nous aider. Et puis on va faire le travail comme il faut. Maman Dominique, elle n'a qu'à s'occuper de nous. Nous aussi, on va s'occuper d'elle. Les élus et cadres de la région d'Unzi saluent ces gestes de générosité et exhortent les femmes de la section Étoile d'Unzi de Kwadjoublekrou à prôner la paix et la cohésion sociale dans leur localité. Un soutien financier qui est apporté à un groupe de femmes pour les aider à se rendre autonomes. Il y aura un maillage complet. Nous allons soutenir nos sœurs et en retour, elles vont nous accompagner dans notre démarche politique pour partager la vision du président Alassane Ouattara dans la région d'Unzi. Avant Kwadjoublekrou, la délégation des Étoiles d'Unzi qui promeut l'autonomisation de la femme par le financement d'activités génératrices de revenus était à Bokanda, Bengassou et Nzé Krikessou, où les femmes de leur section ont reçu un soutien financier et du matériel. Nous prenons à présent la direction de la région du Hambol, où les populations de la sous-préfecture d'Arikoka se sont retrouvées à Niangbo pour célébrer les festivités marquant les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. On regarde. Le village de Digbowo, dans la région du Go, aux couleurs du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le défilé civilo-militaire, le sous-préfet de Guépawo, Zadi Olivier Dognon, lance un appel à l'unité et à la cohésion entre les différentes communautés. L'année prochaine, notre pays, la Côte d'Ivoire, verra ses électeurs aller choisir son président de la République. C'est le lieu de demander à tous les partis politiques représentés au niveau local qu'il est temps, vraiment temps de faire l'éducation politique de leurs militants. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, le sous-préfet Zadi Olivier Dognon invite aussi les populations à désarmer les cœurs et à œuvrer au maintien d'un climat de paix durable. Découvrons à présent un concept d'éthique l'ivoironie. Un séminaire de réflexion de 48 heures s'est tenu pour définir la feuille de route et le comité national qui devrait conduire ce concept. Le point avec Laure Goretti et Kader Sogodogo. Ils sont en séminaire de réflexion pendant 48 heures pour définir la feuille de route du comité national de l'ivoironie. De cette rencontre sortira le plan d'action stratégique 2025-2030. Un plan qui sera axé, entre autres, sur le renforcement de la réconciliation et la cohésion sociale, la contribution à la transformation de la société ivoirienne. Nous allons travailler sur le renforcement des capacités, la promotion de l'éco-citoyenneté qui concerne les questions liées à l'environnement. Vous savez que la société, en lien avec l'environnement et la question de salubrité, sont pour la plupart du temps liées à l'incivisme. Ce texte permettra de développer ou alors de renforcer la culture éco-citoyenne. Il s'agira d'élaborer des projets à réaliser sur les 5 années à venir, des projets liés à la vision du gouvernement. Nous voulons impacter la société ivoirienne et concevoir tout un plan stratégique et d'action pour pouvoir être en phase avec les institutions, les associations, en phase avec l'international, au titre de ce que nous sommes des promoteurs du civisme, de la culture, de l'unité, de la réconciliation et de la paix. Le concept de l'ivoironie est un concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Le concept est né en mars 2016. Et nous ouvrons à présent le journal du sport avec Samuel Metch.
Samuel Metch, bonjour. Bonjour Marine. L'actu sport de la semaine, Maramonde se prépare en Côte d'Ivoire. Et oui, la Coupe du Monde de Maracana, première édition qui va se dérouler donc en Côte d'Ivoire, se prépare activement et dans le souci d'ailleurs de réussir et gagner le pari de la mobilisation, le président Bleu Charlemagne multiplie les rencontres avec plusieurs acteurs et entreprises partenaires dont la RTI qui a été donc choisie comme diffuseur officiel et exclusif de l'événement. Moyabi Diabaté et Sojan Silver nous en disent plus. À travers cette signature de partenariat, la RTI et la Fédération internationale de Maracana Association s'engagent à offrir à la Côte d'Ivoire et au monde une belle Coupe du Monde de Maracana du 25 septembre au 7 octobre 2024. Le championnat mondial se tenant ici, sur cette terre ivoirienne où le Maracana est né, l'audiovisuel public national ne pouvait que vous accompagner. Nous sommes donc tous mobilisés, tous les cadres de la RTI, les agents, nous sommes mobilisés à accompagner cette phase finale. Nous ferons tout ce qui est humainement possible afin que notre couverture soit un plein succès comme nous l'avons fait en d'autres circonstances. Vous arrivez, monsieur le directeur général, dans le principe de la continuité, vous prenez les mains sur tout ce qui a été déjà fait par votre prédécesseur. Je voudrais vous en saluer, vous en féliciter. Merci d'avoir accepté ce partenariat que nous souhaitons fructueux pour nos deux parties. Que notre pays s'en sorte vraiment ragaillardi au soir du 7 octobre 2024. Avant cette rencontre avec le directeur général par intérim de la RTI, le patron du Maracana mondial a rencontré les artistes, comédiens, humoristes, les membres de la CEDEAO et ceux du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Nous avons marqué notre disponibilité donc, à l'accompagner pour faire en sorte donc, que cette compétition soit couronnée de succès et que nous en tirions une fierté donc, pour notre pays. Bleu Charlemagne a invité tous les Ivoiriens à la mobilisation pour la réussite de cet événement. Un protocole d'accord entre la RTI et la FIMA sur la Coupe du Monde du Maracana. Le Maracana qui est né en Côte d'Ivoire ? Et oui, qui est né en Côte d'Ivoire par la volonté donc des jeunes étudiants ivoiriens qui donc après leur passage au Brésil sont venus et pour naturellement se mettre dans le bain, ont commencé donc à taper dans le ballon et ce sport a fini par porter donc le nom du célèbre stade Maracana donc installé au Brésil. Voici donc pour l'historique. Et c'est devenu un sport qui a pris donc de l'ampleur au fur et à mesure. Aujourd'hui installé donc dans les sphères internationales, la Bleu Charlemagne a réussi donc à intéresser plusieurs pays à ce sport et donc la Coupe du Monde va se tenir pour donner toute l'ambiance et la ferveur autour donc de cette discipline sportive qui a gagné du terrain. Il n'y aura pas que des pays africains, des pays européens, des pays également du continent américain. Exactement, donc plusieurs nations vont évoluer ici. Il y a des nations dites observatrices qui viendront pour voir comment est-ce que les choses se déroulent. Et parmi les pays, on peut noter quand même la présence du Brésil qui a accepté donc de participer à ce tournoi international. On dira donc cette Coupe du Monde, qui forcément donc donnera du plaisir au public ivoirien qui est invité à se déplacer massivement donc du 25 septembre au 5 octobre prochain. On continue de parler de ballon rond. Le stade d'Abidjan fait son grand retour sur les pelouses. Et oui, 24 ans après donc, sa dernière apparition en Coupe africaine, le stade d'Abidjan retrouve la scène continentale. L'entrée en lice est prévue donc, ce samedi 17 août à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny et ce sera face au Tenguet FC du Sénégal. Avant ce face-à-face, Arsène Kouassi est allé suivre pour nous la préparation du stade d'Abidjan. Suivant. Dauphin du FC San Pedro au thème de la saison écoulée, le stade d'Abidjan est l'un des représentants ivoiriens engagés en Ligue des champions africaine. Et pour mieux aborder cette expédition continentale qu'il retrouve 54 ans après,
C'est sur le terrain du lycée classique d'Abidjan que les Yéyé triment après 10 jours de stage bloqué à Yamoussoukro. On monte en puissance. La semaine dernière, on a fait 3 matchs de préparation qui nous ont montré qu'on était prêts. On est conscient aussi du travail qu'on a fait. Maintenant, on sait que ça reste un gros challenge à réaliser. On va essayer de le faire. Au niveau de l'effectif, c'est avec un moral au zénith que les joueurs du stade d'Abidjan comptent en découdre avec le représentant sénégalais Tenguent FC. Nous sommes prêts pour la bataille du samedi et on espère donner un bon résultat à tout le peuple ivoirien. Le PCA du stade d'Abidjan, Sidibé Souleymane, qui s'est attaché les services de plusieurs joueurs expérimentés, l'ex-capitaine de la SEC Mimosa Akaïsis Baudelaire ou encore Moukoro Chek en provenance du club andalouse de la Libye. Notre ambition, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà pourquoi nous demandons à toute la Côte d'Ivoire de venir au stade Félix Houphouët-Boigny pour pousser le stade d'Abidjan à la victoire. L'entrée en liste du stade d'Abidjan est prévue ce samedi 17 août 2024 à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny contre Tingers FC du Sénégal. Si le stade d'Abidjan connaît cette compétition, c'est tout le contraire du FC San Pedro qui débute son aventure en Ligue des Champions dès cet après-midi face aux Beaux Rangers de la Sierra Leone. En Coupe de la Confédération, le RCA joue gros au Maroc contre l'Union Touarega. Un choc prévu à 20h temps universel. Le champion d'Afrique 98, la SEC Mimosa, lui est exempté du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Parlons à présent de Ligue des champions féminines dans la poule A et après donc la première défaite face aux Béninoises 2-1. Une victoire impérative des Ivoiriennes s'impose donc pour espérer se qualifier pour les demi-finales et la suite donc de la compétition. Ce deuxième match face à l'AS Koza du Togo s'apparente donc comme une finale pour les deux équipes, nous dit Véronique Conan. Les représentantes ivoiriennes étaient au four et au moulin au lycée technique de Bouaké afin de mieux préparer leur deuxième match face à l'AS Koza du Togo. Une rencontre déterminante pour l'Inter d'Abidjan qui a perdu en entrée de liste face à Ainovi Football Club du Bénin. Être efficace devant les buts est un défi qui incombe à Sarah Traoré et à Bokoussouk Espérance. La rigueur des Lindagos doit être de mise pour plus de récupération et fournir des stylants ballons aux attaquantes pour concrétiser devant les filets. Au niveau athlétique, nous allons travailler la vitesse. Voilà. Et au niveau technico-tactique, nous allons chercher à trouver une joueuse lancée dans le dos, soit elle finit si elle a la possibilité, soit aussi elle crée un décalage à l'intérieur et puis une autre finit. Pourquoi? Tout simplement parce que on a beaucoup péché en finition, ou sur la finition dans le précédent match. Nous avons nos forces, nous avons des faiblesses. Les forces, nous allons chercher à pouvoir les améliorer. Les faiblesses, nous allons chercher à les corriger. C'est d'ailleurs, comme je le disais au niveau du thème de la séance, ce que nous savons faire, nous devons chercher à mieux faire pour pouvoir faire la différence. Cependant, il faut se méfier de l'AS Koza qui a posé plus de résistance à Ainovi Football Club du Bénin avec une Kwandiakou Baki beaucoup présente dans la surface de réparation adverse. Ce match s'annonce comme une finale où chaque club devrait gagner pour espérer atteindre les demi-finales. Et en tout cas, on croise les doigts pour nos filles de l'Inter. On espère une victoire cet après-midi. Donc au niveau de Bouaké, nous terminons avec cette note triste. C'est naturellement donc celui qui aura marqué de son empreinte le football africain. Il s'agit d'Issa Hayatou, ex-président de la CAF de 1988 à 2017, décédé donc le 8 août dernier en France. L'homme considéré comme personnalité du foot africain sera inhumé donc ce vendredi dans son Garoua natal en présence de plusieurs personnalités politico-sportives dont les présidents de la FIFA et de la CAF. La dernière étape des obsèques donc c'est aujourd'hui, ce vendredi, et tout le monde continue de pleurer Issa Hayatou. Voilà, Issa Hayatou, grande figure du football africain et du football mondial également. Et ces obsèques referment donc le journal du sport. Merci Samuel Metch d'être venu sur ce plateau pour cette nouvelle édition du journal des sports dans le 13h. C'était également la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis et excellent après-midi sur RTI 1.